Il y a des mots qui changent votre vie pour toujours. Je les ai entendus un mardi après-midi, alors que je m'approchais de la porte de ma fille avec un plateau de petites quiches lorraines tout juste sorties du four. « Ne t'inquiète pas, Robert, on va faire en sorte que maman paie pour tout. Elle ne me dira jamais non, surtout si je lui mens en disant que j'attends un bébé. » La voix de Lorraine a traversé la porte comme un couteau, droit au cœur. Je suis restée paralysée, les quiches encore tièdes dans mes mains tremblantes. L'arôme de la pâte dorée et de la garniture savoureuse se mélangeait au goût amer de la trahison qui commençait à emplir ma bouche. « Tu es sûre que ça va marcher ?» La voix de Robert semblait nerveuse, comme s'il savait qu'il franchissait une ligne invisible, mais dangereuse. « Nous avons besoin d'au moins 3 000 € pour couvrir les dettes de la carte de crédit. Et le prêt de la voiture arrive à échéance le mois prochain. Si nous ne payons pas, ils vont saisir l'appartement. » Ma fille a ri, un rire que je connaissais depuis qu'elle était petite, quand elle se cachait derrière le canapé après avoir cassé un vase. Mais maintenant, ce rire sonnait différemment, froid, calculateur, comme le son de pièces de monnaie tombant dans une tirelire vide. Maman est une idiote sentimentale. Quand je lui dirai que je suis enceinte, elle va pleurer d'émotion et me donnera tout ce que je lui demanderai. Elle le fait toujours. C'est comme un réflexe automatique chez elle. Je pleure. Elle sort son portefeuille. Robert a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre clairement, mais Lorraine a continué avec une confiance qui m'a glacé le sang. En plus, je lui ai déjà demandé de l'argent tellement de fois qu'elle est habituée. Mais avec l'histoire du bébé, elle sera prête à nous donner jusqu'à ses économies de retraite. Tu verras. J'ai reculé doucement, en essayant de ne pas faire de bruit. Mes jambes de 69 ans tremblaient comme des branches dans une tempête d'hiver. Le couloir que j'avais si souvent parcouru avec joie pour rendre visite à ma fille me semblait maintenant infini et hostile. J'ai laissé les quiches par terre, à côté de la porte, comme une offrande rejetée. J'ai descendu les escaliers en silence, me cramponnant à la rampe avec force, car je sentais qu'à tout moment, mes genoux pourraient me lâcher. Chaque pas était une pointe dans la poitrine. Chaque battement de mon cœur criait un mot que je ne voulais pas accepter. Trahison. Je m'appelle Rosalie Dubois. J'ai 69 ans et j'ai consacré toute ma vie à être mère. Pas seulement mère, mais le genre de mère qui renonce à ses propres rêves pour que ses enfants puissent atteindre les leurs. Quand mon mari est mort il y a 15 ans, Lorraine avait 32 ans et venait de se marier avec Robert. J'ai travaillé en double poste à l'usine de textile de la banlieue lyonnaise pour qu'elle puisse terminer ses études en administration. J'ai vendu les bijoux que ma mère m'avait laissés, ce même camé en or qu'elle m'avait promis serait un jour pour ma future belle-fille. Je l'ai vendu pour lui donner l'acompte de son appartement, pour qu'elle commence son mariage du bon pied. Je ne me suis jamais remariée après être devenue veuve. J'ai eu des opportunités. Monsieur Christian, le propriétaire de la quincaillerie du quartier, m'a invité à dîner plusieurs fois. C'était un homme bon, travailleur, avec des yeux aimables qui s'illuminaient quand il me voyait arriver, pour acheter des clous ou de la peinture pour réparer quelque chose à la maison. Mais je lui ai toujours dit non. Je pensais que personne ne devait occuper la place d'attention que mes enfants méritaient. Je pensais que me refaire une vie serait trahir la mémoire de mon mari et perturber mes enfants. Comme je me trompais, je suis arrivée à ma petite maison, le cœur brisé. Les murs jaunes que j'avais peintes avec tant d'amour l'année dernière semblaient maintenant les témoins muettes de ma naïveté. J'avais choisi cette couleur parce que Lorraine m'avait dit que cela lui rappelait le bonheur, les tournesols que nous plantions ensemble dans le jardin quand elle était petite. Maintenant, je me demande si elle m'a juste dit ça pour que je paye la peinture et la main-d'œuvre, comme je finissais toujours par tout payer. Je me suis assise sur le canapé où Lorraine avait l'habitude de s'endormir en regardant des dessins animés les dimanches matins. Le même canapé où je lui lisais des contes tous les soirs, où je l'ai consolée quand on lui a brisé le cœur pour la première fois au lycée, où nous avons célébré l'obtention de son diplôme universitaire. Maintenant, ce même canapé m'étreint pendant que je digère le fait que ma propre fille me voit comme une source d'argent facile,
comme une vieille femme naïve, qui peut être manipulée avec de fausses larmes et des mensonges bien élaborés. Le téléphone a sonné 3 fois avant que je puisse répondre. C'était Lorraine. « Maman, comment vas-tu ? Je t'ai vu passer par ici tout à l'heure, mais tu n'as pas frappé à la porte. » Sa voix sonnait douce, comme toujours quand elle avait besoin de quelque chose, comme quand elle était adolescente et voulait la permission d'aller à une fête, comme quand elle avait besoin d'argent pour une nouvelle robe, comme quand elle voulait que je m'occupe de ses amis pendant qu'elle sortait avec Robert. « Je vais bien, ma chérie. Je suis juste venue t'apporter des quiches, mais je me suis souvenu que j'avais un rendez-vous médical. » Le mensonge est sorti de ma bouche avec une facilité qui m'a effrayée. Je n'avais jamais été douée pour mentir, mais apparemment la douleur peut vous apprendre des choses que vous ne saviez pas que vous pouviez faire. Ah, quel dommage. Eh bien, maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. Peux-tu venir demain matin ? C'est quelque chose qui va te rendre très heureuse. Sa voix avait cette tonalité artificielle que je reconnaissais maintenant parfaitement. La même tonalité qu'elle utilisait quand elle me demandait de l'argent pour leur anniversaire de mariage, pour les vacances auxquelles il ne m'invitait jamais, pour les cadeaux d'anniversaire de Robert que je finissais par payer. « Bien sûr, ma chérie. À quelle heure veux-tu que je vienne ? » « Bien vers 10 heures. Robert sera là aussi. Nous voulons te donner la nouvelle ensemble. » J'ai raccroché le téléphone et je suis restée à regarder mon reflet dans la fenêtre. Les années avaient peint des mèches grises dans mes cheveux noirs, avaient dessiné des rides autour de mes yeux verts, avaient légèrement courbé mon dos. Mais mon cœur était toujours le même, celui qui battait d'émotion chaque fois que mes enfants avaient besoin de moi. Le même cœur qui s'accélérait quand je recevais leurs appels, qui se remplissait de fierté quand ils me présentaient à leurs amis, qui se brisait en morceaux quand ils passaient des semaines sans me rendre visite. Maintenant, ce même cœur se sentait utilisé, manipulé, comme un instrument entre les mains de celle qui devrait le moins me faire de mal. La nuit est tombée, lente et lourde. Je me suis préparé une tisane à la camomille avec du miel, la même que je préparais à Lorraine quand elle avait de la fièvre étant petite. Je me suis assise dans la cuisine où j'avais préparé des milliers de repas pour ma famille. Je me suis souvenu des matins à courir pour préparer des paniers de repas, me levant à 5 heures pour préparer le petit déjeuner et le déjeuner qu'ils emportaient au travail et à l'école. Je me suis souvenu des nuits à attendre éveillée jusqu'à ce que Lorraine rentre saine et sauve de ses fêtes d'étudiante. La peur que je ressentais chaque fois qu'elle tardait plus que convenu. Je me suis souvenu de chaque euro que j'ai dépensé pour ses caprices, de chaque sacrifice que j'ai fait sans réfléchir, de chaque fois que j'ai dit oui quand mon budget criait non. Mais je me suis aussi souvenu d'autres choses. Les fois où Lorraine m'avait emprunté de l'argent et ne me l'avait jamais rendu. Les occasions où elle avait promis de me rendre visite et n'était jamais venue, me laissant avec le repas préparé et la maison rangée. Les anniversaires qu'elle a oubliés, les appels auxquels elle n'a pas répondu quand j'étais malade avec la grippe l'hiver dernier, les fois où je me suis sentie seule dans cette maison, pendant qu'elle vivait sa vie sans penser à moi. Maintenant, tout prenait sens. Je n'étais pas sa mère, j'étais sa banque personnelle, une banque qui ne facturait jamais d'intérêt, qui ne refusait jamais un prêt, qui ne demandait jamais de garantie. Je suis allée me coucher avec l'âme en morceaux, mais avec quelque chose de nouveau qui grandissait dans ma poitrine. Ce n'était pas de la rage, ni de la soif de vengeance. C'était quelque chose de plus profond et de plus puissant. C'était la détermination d'une femme qui avait été sous-estimée pendant trop longtemps. Demain, Lorraine viendrait me raconter son mensonge. Demain, je découvrirais jusqu'où elle était capable d'aller pour me tromper. Et demain, même si elle ne le savait pas, commencerait à s'écrire la fin de cette histoire. Une fin qu'elle n'avait pas prévue, mais que je commençais à imaginer. Je me suis réveillée avant l'aube, comme tous les matins depuis que j'étais veuve, mais cette fois-ci ce n'était pas par habitude, mais parce que les souvenirs des moments qui avaient maintenant une saveur différente, amère, douloureuse. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine pour préparer du café,
mais mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé les grains sur toute la table. Pendant que je les ramassais un par un, j'ai pensé à toutes les fois où j'avais ramassé les morceaux brisés de ma vie sans me plaindre. Lorraine est née un février pluvieux, après 18 heures de travail. Quand on l'a mise dans mes bras, j'ai juré que je serais la meilleure mère du monde, qu'elle ne manquerait jamais de rien, que je la protégerais de toute la douleur que j'avais connue dans ma propre enfance. Ma mère avait travaillé toute sa vie à nettoyer les maisons des autres et j'avais grandi en me promettant que ma fille aurait des opportunités que je n'avais jamais eues. Quelle ironie cruelle que maintenant elle me voit comme ses patronnes voyaient ma mère. Quelqu'un de qui on peut obtenir quelque chose sans rien donner en retour. Quand Lorraine avait 5 ans, son père a perdu son travail dans le bâtiment. Ce furent des mois difficiles. Je travaillais à mi-temps dans un magasin de vêtements et je passais mes nuits à coudre des robes pour des jeunes filles. Mes doigts saignaient à force de me piquer avec l'aiguille, mais chaque point était pour elle, pour qu'elle puisse aller à l'école privée, pour qu'elle ait les plus belles fournitures, pour que elle ne sente jamais qu'elle était moins que ses camarades. Je me souviens d'une nuit où elle s'est réveillée et m'a trouvée en train de coudre à 2 heures du matin. « Maman, pourquoi ne dors-tu pas ?» m'a-t-elle demandé avec ses petits yeux pleins de sommeil. « Je fais quelque chose de joli pour toi, mon amour, » lui ai-je dit. Et c'était vrai, tout ce que je faisais était pour elle. Quand elle a eu 15 ans, elle voulait une fête qui coûtait plus que mon salaire de 3 mois. J'ai vendu ma machine à coudre, celle que mon mari m'avait offerte pour notre premier anniversaire. C'était la seule chose de valeur que j'avais, mais voir son sourire ce soir-là valait chaque larme que j'ai versée en secret. Maintenant, je me demande si ce sourire était réel ou si déjà à l'époque, elle avait appris à manipuler mes émotions. Les problèmes ont commencé quand elle a rencontré Robert. Ce n'était pas un mauvais homme, mais ce n'était pas non plus le genre de personne qui cherchait à construire quelque chose de solide. Il avait toujours des plans grandioses qui ne fonctionnaient jamais. Il avait toujours besoin d'argent pour des investissements qui ne prospéraient jamais. Et Lorraine, qui avait grandi habituée à ce que je résolve tous ses problèmes, a naturellement vu en moi la solution aux problèmes de Robert aussi. Le premier prêt, c'était pour la bague de fiançailles. « Maman, c'est que Robert veut me demander en mariage, mais il n'a pas d'argent pour la bague. Pourrais-tu me prêter 500 €? Je te les rente le mois prochain. » Le mois prochain n'est jamais arrivé. Ensuite, ce furent les dépenses du mariage. « Maman, tu sais que papa n'est pas là pour payer tout ça, et Robert ne peut pas couvrir toutes les dépenses. Juste, tu m'aides ?» Bien sûr que je l'ai aidé. J'ai dépensé mes économies de retraite, j'ai emprunté à mes sœurs, j'ai travaillé des heures supplémentaires pendant 6 mois. Après le mariage, les visites sont devenues moins fréquentes. Avant, elle venait tous les dimanches déjeuner avec moi. Ensuite, c'était tous les 15 jours, puis une fois par mois, jusqu'à ce que maintenant elle n'apparaisse que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Toujours avec le même sourire, toujours avec la même voix douce, toujours avec la même histoire d'urgence que seul moi pouvais résoudre. L'année dernière, quand on m'a diagnostiqué un diabète, j'ai été hospitalisée 3 jours. J'ai appelé Lorraine pour la prévenir, mais elle n'a pas répondu. Je lui ai laissé message sur message. Robert n'a pas répondu non plus. Finalement, une infirmière a eu pitié de moi et m'a prêté son téléphone pour appeler ma voisine, Antonia. C'est elle qui m'a accompagnée, qui est restée avec moi les nuits où j'avais peur de ne pas me réveiller. Lorraine est apparue 1 semaine plus tard, quand j'étais déjà à la maison, avec des fleurs et des excuses. « Maman, j'étais tellement occupée que je n'ai pas vu les messages. Pardonne-moi. » Mais j'avais vu sur ses réseaux sociaux les photos de son week-end à la plage avec Robert. Maintenant, en buvant mon café amer dans la cuisine silencieuse, je me suis souvenue de la dernière fois qu'elle m'a demandé de l'argent. C'était il y a 2 mois. « Maman, Robert est sur le point d'obtenir un très bon travail, mais il doit bien se présenter. Tu me prêtes pour lui acheter des costumes ? » Je lui ai donné 300 €. Robert n'a jamais obtenu ce travail, mais il s'est acheté une nouvelle télévision qu'il a exhibée sur les réseaux sociaux. J'ai regardé l'horloge. Il était 8 heures du matin. Dans 2 heures,
je devrais aller écouter son mensonge sur la grossesse. Dans 2 heures, je devrais feindre la surprise et la joie, alors qu'à l'intérieur, mon cœur se brisait. Dans 2 heures, je devrais jouer le rôle de la grand-mère excitée qu'elle attendait que je sois, tout en sachant que tout était une mise en scène pour me soutirer de l'argent. Je me suis levée pour m'habiller et j'ai choisi mes vêtements avec soin. La robe bleue que je m'étais achetée pour son mariage, celle que je n'avais jamais mise, parce que cela me rendait triste de me souvenir de tout ce que j'avais dépensé ce jour-là. Les chaussures confortables qu'elle m'avait offertes pour la fête des mères il y a 3 ans. Les seules chaussures qu'elle m'ait jamais offertes de toute ma vie. Le collier de perles fausses qu'elle m'avait donné pour mon 65e anniversaire, en disant que les vraies étaient trop chères pour son budget, mais que celle-ci était tout aussi jolie. En me maquillant devant le miroir de ma chambre, j'ai vu la femme que j'avais été toute ma vie. Une femme qui avait mis ses enfants avant elle-même. Une femme qui avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour leur donner le meilleur. Une femme qui avait renoncé à l'amour, parce qu'elle croyait que c'était ce qu'une bonne mère devait faire. Une femme qui avait été une idiote. Mais j'ai aussi vu autre chose dans ce miroir. J'ai vu une femme qui avait survécu à la mort de son mari, au travail acharné, à la solitude et au chagrin. J'ai vu une femme qui avait élevé ses enfants seule quand personne ne croyait qu'elle pourrait le faire. J'ai vu une femme qui avait plus de force qu'elle ne l'avait elle-même reconnue. Je suis sortie de la maison à 9h30. Le chemin vers l'appartement de Lorraine ne m'avait jamais semblé aussi long. Chaque pas me rapprochait d'une performance que je ne voulais pas faire, mais que je devais faire. Je devais voir jusqu'où son mensonge était capable d'aller. Je devais savoir s'il restait quelque chose de la petite fille que j'avais élevée avec tant d'amour, ou si cette petite fille était morte et qu'à sa place il y avait une étrangère qui ne me voyait que comme une source d'argent. Quand je suis arrivée à l'immeuble, je suis restée un moment à l'entrée, regardant vers le haut. Au 5e étage, derrière ces fenêtres que j'avais aidé à payer, ma fille se préparait à me mentir de la manière la plus cruelle possible. Elle était sur le point d'utiliser mon amour de mère comme une arme contre moi. Elle était sur le point de transformer le rêve d'être grand-mère en un cauchemar de manipulation. J'ai monté les escaliers lentement, non pas parce que mes jambes me faisaient mal, mais parce que j'avais besoin de temps pour me préparer, pour mettre le masque de la mère naïve qu'elle s'attendait à voir, pour devenir l'actrice que je n'aurais jamais pensé devoir être. Quand je suis arrivée au 5e étage, j'ai respiré profondément et j'ai frappé à la porte. De l'autre côté, ma fille m'attendait avec son mensonge préparé. Elle ne savait pas que je connaissais déjà la vérité. Elle ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'elle réussirait à me tromper. La porte s'est ouverte et là, c'était Lorraine, radieuse comme je ne l'avais jamais vue. Elle portait une robe jaune que je lui avais achetée le mois dernier quand elle m'avait dit qu'elle avait un entretien d'embauche important. Ses yeux brillaient d'une émotion que je savais maintenant être complètement fausse. « Maman, quelle bonne chose que tu sois arrivée. »« Entre, entre. Robert et moi avons quelque chose de merveilleux à te raconter. » Son étreinte s'est sentie différente, plus calculée, comme si chaque geste faisait partie d'un scénario répété. « Bonjour, Madame Rosalie. » Robert m'a salué depuis le salon. Il était assis sur le canapé que j'avais aidé à payer quand ils ont emménagé. Il avait ce sourire nerveux qu'il mettait quand il savait qu'il faisait quelque chose de mal, comme quand il était enfant et cassait un verre, mais ne voulait pas que sa mère le sache. Sauf que maintenant, ce n'était pas un verre qu'il brisait, mais mon cœur. « Assieds-toi ici, maman, » m'a dit Lorraine en tapotant le coussin du canapé à côté d'elle. « Tu veux un café, un jus, de l'eau ?» Son attention excessive me paraissait suspecte. Normalement, quand j'arrivais pour lui rendre visite, elle me saluait à peine avant de me raconter ses problèmes ou de me demander une faveur. Je me suis assise où elle m'a indiqué, observant chaque détail de son comportement. La façon dont elle se mordillait la lèvre inférieure quand elle était nerveuse, tout comme quand elle avait 7 ans et avait menti sur le vase de la grand-mère qu'elle avait cassé. Robert s'est éclairci la gorge. « Madame Rosalie, nous voulons vous parler de quelque chose de très important pour nous. » Sa formalité m'a semblé étrange.
Normalement, il me traitait avec plus de confiance après 8 ans de mariage avec ma fille, mais maintenant, il semblait jouer un rôle. Comme un acteur dans une pièce de théâtre qu'il avait répétée mais qu'il ne maîtrisait pas complètement. Lorraine était revenue avec l'eau et s'est assise à côté de moi, prenant mes mains entre les siennes. Ses mains étaient froides et légèrement humides, nerveuses. « Maman, Robert et moi avons beaucoup parlé ces derniers temps de notre avenir, de ce que nous voulons pour notre famille. » Elle a fait une pause dramatique, me regardant dans les yeux avec une intensité qui m'a mise mal à l'aise. « Eh bien, nous avons décidé qu'il était temps de te donner une nouvelle qui va te rendre très heureuse. » Mon cœur a commencé à battre plus vite, non pas d'excitation, mais d'anxiété. Je savais ce qui allait arriver, mais devoir feindre la surprise me semblait l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eues à faire dans ma vie. « Quelle nouvelle, ma chérie ?» Ma voix s'est sortie plus faible que je ne l'avais prévu. « Maman !» Lorraine a serré mes mains et ses yeux se sont remplis de larmes qui semblaient complètement réelles. « Je suis enceinte. Tu vas être grand-père. » Son sourire était si brillant, si convaincant, que pendant un instant, j'ai douté de ce que j'avais entendu la veille. Pendant un instant, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompée, que j'avais peut-être mal interprété la conversation. Mais alors, j'ai vu le regard qu'elle et Robert ont échangé. Un regard rapide, presque imperceptible, mais qui disait « Jusqu'à présent, tout se passe comme prévu. » Et j'ai su que je ne m'étais pas trompée, que cette performance avait été soigneusement planifiée et répétée. Vraiment, ai-je réussi à dire, forçant un sourire qui, je l'espérais, paraissait authentique. Tu es enceinte. Les larmes sont venues toutes seules, mais ce n'était pas des larmes en déjouées. C'était des larmes de douleur de devoir participer à cette farce. Des larmes pour la mort de la confiance que j'avais eue en ma fille pendant 69 ans. Oui, maman, de 2 mois déjà. Nous sommes allés chez le médecin la semaine dernière et tout avait été confirmé. Lorraine s'est levée et s'est dirigée vers la table de la salle à manger, où elle avait des papiers préparés. « Regarde, voici les analyses. » Elle m'a montré des papiers qui semblaient officiels, avec le logo d'un laboratoire que j'ai reconnu. Le médecin dit que tout est parfait, que le bébé va très bien. J'ai pris les papiers avec des mains tremblantes. Ils semblaient réels. Mais je savais que maintenant, on pouvait falsifier n'importe quoi avec un ordinateur. Robert s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. « Madame Rosalie, nous sommes très émus et nous savons que vous l'êtes aussi. Ce bébé sera très chanceux d'avoir une grand-mère comme vous. » C'est que je n'arrive pas à y croire, ai-je dit, et c'était complètement vrai. Je ne pouvais pas croire que ma propre fille soit capable de me mentir sur quelque chose d'aussi sacré qu'une grossesse. J'ai toujours rêvé de ce moment. J'ai toujours voulu être grand-mère. Ça aussi, c'était vrai. Pendant des années, j'avais attendu cette nouvelle. J'avais imaginé comment ce serait de rencontrer mon premier petit enfant, comment je le gâterais, comment je lui enseignerais toutes les choses que j'avais apprises dans la vie. Nous le savons, maman. C'est pourquoi nous voulions te donner la nouvelle nous-mêmes, en personne. Nous voulions que tu sois la première à le savoir. Lorraine s'est de nouveau assise à côté de moi et m'a serrée dans ses bras. Son étreinte semblait creuse, comme étreindre une inconnue qui faisait semblant d'être ma fille. « Mais il y a autre chose, » a continué Robert, et j'ai remarqué comment sa voix a subtilement changé. Maintenant venait la partie qui comptait vraiment, la vraie raison de cette réunion. Comme vous le savez, Madame Rosalie, un bébé entraîne beaucoup de dépenses, et nous, eh bien, nous voulons donner le meilleur à notre enfant. Voilà l'hameçon, la raison pour laquelle ils avaient monté ce mensonge élaboré. Bien sûr, ai-je dit doucement, un bébé a besoin de beaucoup de choses.
Exactement, a dit Lorraine, et ses larmes de joie ont commencé à se transformer en larmes d'inquiétude. Maman, Robert et moi avons fait des comptes et la vérité, c'est que nous sommes un peu justes financièrement. L'appartement, les dépenses quotidiennes, et maintenant toutes les dépenses de la grossesse et ensuite du bébé. Les médecins privés sont très chers, a ajouté Robert. Et nous voulons que Lorraine ait les meilleurs soins médicaux, que le bébé naisse dans le meilleur hôpital, qu'il ne manque de rien dès le premier instant. J'ai regardé ma fille, qui semblait maintenant véritablement angoissée. Sa performance était parfaite. Si je n'avais pas entendu la conversation de la veille, je serais tombée complètement dans son piège. J'aurais couru à ma banque pour retirer jusqu'au dernier euro de mes économies pour l'aider. J'aurais vendu tout ce qui était nécessaire pour m'assurer que mon petit enfant ait tout ce dont il avait besoin. « De combien avez-vous besoin ?» ai-je demandé, même si je savais que cette question était exactement ce qu'ils attendaient. Lorraine et Robert se sont regardés comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si directe. Eh c'est bien, maman, nous avons calculé que pour les 9 prochains mois, entre les médecins, les médicaments, les vitamines, et ensuite les frais de l'accouchement et tout ce dont un nouveau-né a besoin, il nous faudrait environ 15 000 euros. 15 000 euros. Une somme colossale, bien plus que les 3 000 euros dont ils parlaient pour leur dette. Ma performance devait aussi être parfaite. C'est beaucoup d'argent, mes enfants. Nous le savons, maman, a dit Lorraine rapidement. Nous ne te demandons pas de tout nous donner d'un coup, ça peut être petit à petit, quand tu pourras. C'est juste que nous savons que tu veux le meilleur pour ton petit enfant, tout comme nous. Voilà la manipulation émotionnelle parfaite. Utiliser mon amour de grand-mère avant même que le bébé n'existe. Transformer mon instinct protecteur en un outil pour me voler. Bien sûr que je veux le meilleur pour mon petit enfant, ai-je dit lentement. Laissez-moi réfléchir à comment je peux vous aider. Le sourire qui est apparu sur le visage de Lorraine était un pur triomphe. Elle pensait qu'elle avait gagné. Elle pensait qu'une fois de plus, elle avait réussi à manipuler sa mère idiote et sentimentale. Elle ne savait pas que cette fois, l'idiote, c'était elle. Elle ne savait pas que je jouais un jeu complètement différent, avec des règles qu'elle ne connaissait pas. « D'accord, leur ai-je dit après une pause calculée. Je vais vous aider pour le bébé. » Les mots sont sortis de ma bouche comme du miel empoisonné. Lorraine a sauté du canapé et m'a serré si fort que j'ai eu l'impression de manquer d'air un instant. « Oh, maman, je savais qu'on pouvait compter sur toi. Tu es la meilleure grand-mère du monde, même si le bébé n'est même pas encore né. » Sa joie semblait si authentique que cela m'a fait physiquement mal de savoir que tout était une performance. Robert s'est approché et m'a embrassé sur le front. « Madame Rosalie, vous ne savez pas à quel point nous sommes reconnaissants. Ce bébé aura la grand-mère la plus généreuse du monde. » Sa voix tremblait légèrement, et je ne savais pas si c'était par émotion feinte ou par culpabilité réelle. J'espérais que c'était la deuxième option. J'espérais qu'au moins une partie de lui se sentait mal pour ce qu'il me faisait. « Mais je ne peux pas vous donner les 15 000 euros immédiatement, » ai-je continué, observant attentivement leur réaction. J'ai besoin de vérifier mes économies, de voir ce que je peux faire. Ma pension n'est pas très élevée, comme vous le savez. Lorraine a hoché la tête avec compréhension, mais j'ai pu voir une lueur d'impatience dans ses yeux. La même impatience qu'elle avait quand elle était enfant et voulait un jouet que nous ne pouvions pas acheter immédiatement. Bien sûr, maman, nous ne sommes pas pressés. Enfin, si nous sommes un peu pressés, parce que nous devons commencer les contrôles médicaux bientôt, mais nous comprenons que c'est beaucoup d'argent. Elle s'est mordu la lèvre. Un geste qu'elle faisait depuis son enfance quand elle essayait de me convaincre de quelque chose. « Penses-tu que tu pourrais commencer avec environ 2 000 euros pour les premières analyses et les vitamines ?» 2 000 euros. Probablement ce dont ils avaient besoin pour le paiement minimum de leur carte de crédit ce mois-ci. « Je pense que je peux trouver cette somme pour la semaine prochaine, ai-je menti doucement. What? Mais j'ai besoin d'aller à la banque, de parler à mon conseiller, de voir comment je peux gérer mes investissements sans affecter ma retraite. » Parfait,
s'est exclamée Lorraine, applaudissant comme une petite fille. « Le bébé sera si chanceux de t'avoir comme grand-mère. » Elle s'est de nouveau assise à côté de moi et a posé sa main sur son ventre plat. Je lui parle déjà, tu sais. Je lui dis que sa mamie Rosalie l'aime beaucoup et qu'elle prendra toujours soin de lui. Le nœud dans ma gorge s'est resserré. La voir jouer comme si elle était vraiment enceinte, la voir feindre cet amour maternel que je connaissais si bien, était plus douloureux que je ne l'avais imaginé. « Vous savez déjà si c'est un garçon ou une fille ?» ai-je demandé, poursuivant la performance. « Il est encore trop tôt pour le savoir, » a répondu Robert. « Mais j'espère que ce sera une fille, toute comme Lorraine. » Il l'a regardée avec tant d'affection que, pendant un instant, j'ai pensé qu'il croyait peut-être vraiment qu'elle était enceinte. Peut-être que Lorraine lui avait menti à lui aussi. Mais alors je me suis souvenu de la conversation que j'avais entendue, où il demandait spécifiquement les dettes qu'il devait couvrir. « J'espère que ce sera un garçon, » a dit Lorraine, « pour qu'il ressemble à son père. Bien que ça m'importe peu, tant qu'il est en bonne santé. » Elle a de nouveau caressé son ventre, et ce geste m'a brisé le cœur, non pas parce qu'il était tendre, mais parce qu'il était complètement faux. « Maman, tu te souviens quand tu me disais que quand je serais grande et que j'aurais des enfants, tu serais la grand-mère la plus gâteuse du monde ?» Oui, je m'en souvenais. Je lui avais dit ça quand elle avait 10 ans et jouait avec ses poupées. Je lui avais promis que quand elle serait mère, je serais là pour l'aider, pour m'occuper de ses enfants, pour être le genre de grande mère que ma propre mère n'avait jamais pu être parce qu'elle était morte avant de connaître ses petits-enfants. Je m'en souviens parfaitement, ma chérie. Eh bien, le moment est arrivé, a-t-elle dit avec un sourire qui aurait été magnifique s'il avait été réel. Ton petit enfant sera le bébé le plus gâté du monde. Il aura la grand-mère la plus aimante, la plus généreuse, la plus dévouée que n'importe quel enfant pourrait demander. Chaque mot était commun, un coup de poignard. Non seulement parce que je savais que c'était un mensonge, mais parce que je savais que si cela avait été vrai, j'aurais été exactement cette grand-mère. J'aurais tout donné pour ce bébé. J'aurais vendu ma maison si nécessaire pour m'assurer qu'il ait tout ce dont il avait besoin. J'aurais passé mes dernières années à m'en occuper, à lui enseigner, à l'aimer avec toute l'intensité d'une grand-mère pour la première fois. « Vous avez déjà pensé à des prénoms ?» ai-je demandé, curieuse de voir jusqu'où leur performance irait. Lorraine et Robert se sont regardés et j'ai pu voir qu'ils n'avaient pas préparé cette partie du script. « Eh bien, nous en avons parlé, » a-t-elle dit vaguement. « Si c'est une fille, j'aime bien Sophie. Et si c'est un garçon, peut-être Alexandre. » « Sophie est un prénom magnifique, » ai-je menti. En réalité, j'avais toujours détesté ce prénom, et Lorraine le savait. Quand elle était petite, elle avait une voisine nommée Sophie qui était très cruelle avec elle, et pendant des années, elle avait dit qu'elle ne donnerait jamais ce nom à une fille. Le fait qu'elle n'y ait pas pensé en inventant son histoire confirmait que tout était un mensonge désespéré. « Et Alexandre est aussi très joli, » ai-je ajouté. « Comme ton grand-père. » Mon père s'était appelé Alexandre et était mort quand Lorraine avait 15 ans. Il l'avait adoré. Il avait été le seul homme dans sa vie qu'il avait aimé sans condition avant l'arrivée de Robert. Si elle était vraiment enceinte, elle aurait envisagé d'appeler le bébé comme son grand-père sans que je le lui suggère. « C'est vrai !» s'est exclamée Lorraine comme si elle venait de se souvenir de quelque chose d'important. « Je n'avais pas pensé au grand-père. Alexandre serait parfait si c'est un garçon. Une façon d'honorer sa mémoire. » Sa performance s'est améliorée notablement, et pendant un moment, elle a semblé sincèrement excitée par l'idée. Nous avons passé l'heure suivante à parler de la grossesse fictive. Lorraine m'a parlé des nausées matinales qu'elle n'avait pas, des envies qu'elle avait inventées, de l'excitation de Robert à l'idée d'être père. Robert a ajouté des détails sur la façon dont ils avaient décidé de transformer leur bureau en chambre de bébé, sur les meubles qu'ils devraient acheter, sur leur bonheur. Chaque mensonge était comme un clou qu'on m'enfonçait dans le cœur, non seulement parce qu'il me trompait, mais parce qu'il me volait un rêve. Il me volait la joie d'être grand-mère pour la première fois,
Il contaminait l'une des expériences les plus belles qu'une femme puisse vivre, la transformant en un outil de manipulation. Quand je me suis finalement levée pour partir, Lorraine m'a accompagnée jusqu'à la porte. « Maman, merci d'être si compréhensive. Je sais que c'est beaucoup demander, mais ce bébé est notre avenir. C'est la famille que nous avons toujours rêvé d'avoir. » Elle m'a de nouveau serrée dans ses bras, et cette fois, j'ai pu sentir son cœur battre rapidement contre ma poitrine. Des nerfs, pas de l'émotion. « C'est mon petit enfant, » lui ai-je dit doucement. « Bien sûr que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. » C'était la première vérité que j'avais dite de toute l'après-midi. S'il avait vraiment été mon petit enfant, j'aurais tout fait pour lui. Mais ce n'était pas le cas, et maintenant, je devais décider quoi faire de cette information. Je suis sortie de l'immeuble, la tête tourbillonnante. Cela avait été 2 heures de performance intense, de feindre des émotions que je ne ressentais pas, de participer à un mensonge qui me blessait profondément. Mais cela avait aussi été 2 heures de cet apprentissage. J'avais vu jusqu'où ma fille était capable d'aller pour obtenir de l'argent. J'avais vu à quel point elle pouvait bien mentir, à quel point sa performance pouvait être convaincante. En rentrant chez moi, j'ai pensé à toutes les fois précédentes où elle m'avait demandé de l'argent. Combien de ces urgences avaient été réelles? Combien de fois m'avait-elle manipulée avec de fausses larmes et des histoires inventées? Depuis quand avait-elle cessé de me voir comme sa mère pour ne me voir que comme une source de revenus? Le soleil de l'après-midi me réchauffait le visage, mais je sentais un froid à l'intérieur. Un froid qui n'avait rien à voir avec la température, mais avec la solitude de découvrir que la personne en qui j'avais le plus confiance dans la vie était capable de me trahir de la manière la plus cruelle possible. Mais je sentais aussi autre chose, une détermination qui grandissait à chaque pas que je faisais vers ma maison. Lorraine pensait qu'elle avait gagné, mais la partie ne faisait que commencer. Je suis rentrée chez moi, les jambes tremblantes et le cœur en 1000 morceaux. Je me suis assise sur mon canapé et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai pleuré sans retenue. Pas des larmes élégantes qui glissent sur les joues, mais des sanglots profonds qui venaient du plus profond de mon âme. J'ai pleuré pour la fille que je croyais avoir élevée et qui n'existait plus. J'ai pleuré pour la grand-mère que je ne serai jamais. J'ai pleuré pour toutes les années que j'avais vécu trompée, croyant que l'amour que je donnais était réciproque. J'étais si perdue dans ma douleur que je n'ai pas entendu frapper à la porte jusqu'à ce que les coups deviennent insistants. « Madame Rosalie, c'est moi, Mathilde. » J'ai immédiatement reconnu la voix de mon ancienne voisine. Mathilde Florenza avait vécu dans la maison d'à côté pendant 15 ans jusqu'à ce qu'elle déménage au centre-ville il y a 3 ans pour se rapprocher de ses enfants. J'ai rapidement séché mes larmes et je suis allée ouvrir. « Mathilde, quelle surprise de te voir par ici. » J'ai essayé de paraître joyeuse, mais ma voix s'est sortie cassée. C'était une femme de 72 ans, aux cheveux entièrement blancs et aux yeux bleus qui avait toujours vu plus que ce que les gens croyaient. Elle portait un grand sac et une expression sérieuse qui n'était pas typique d'elle. « Rosalie, j'ai besoin de te parler d'urgence. Je peux entrer ?» Son ton était grave, inquiet. « C'est à propos de Lorraine et Robert. Il y a des choses que tu dois savoir. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Serait-il possible que quelqu'un d'autre connaisse la vérité sur le mensonge de ma fille ? « Bien sûr. Entre. Tu veux un café ?» lui ai-je offert en la guidant vers le salon. « Non, merci. Ce que j'ai à te dire est très sérieux et je ne veux pas perdre de temps. » Elle s'est assise sur le bord du canapé comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. « Rosalie, Lorraine t'a-t-elle demandé de l'argent récemment ?» La question m'a prise par surprise. « Pourquoi me demandes-tu ça ?»« Parce que j'espère que tu as dit non. Et j'ai besoin que tu saches toute la vérité avant de faire quelque chose que tu pourrais regretter. » Elle a ouvert son sac et en a sorti un dossier en carton rempli de papier. « Ce que je vais te montrer va te faire très mal,
mais tu as le droit de savoir quel genre de personnes sont vraiment ta fille et son mari. De quoi parles-tu, Mathilde ? Ma voix n'était qu'un murmure. Tu te souviens quand tu m'as aidée lorsque mon mari était malade, tu m'as emmenée à l'hôpital tous les soirs, tu es restée avec moi quand les médecins nous ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. J'ai hoché la tête, bien sûr que je m'en souvenais. Cela avait été l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Je n'ai jamais pu te rembourser tout ce que tu as fait pour moi. Pas seulement l'argent, mais le temps, l'affection, la compagnie. Quand il est mort, c'est toi qui m'as aidé, avec toutes les formalités, qui m'as accompagné au cimetière, qui t'es assuré que je ne sois pas seule. Ses yeux se sont remplis de larmes. C'est pourquoi, quand j'ai appris ce que ta fille et Robert font, je n'allais pas pu me taire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ai-je demandé, bien que j'aie peur d'entendre la réponse. Mon petit-fils, Jean, travaille à la banque où Robert s'est demandé un prêt le mois dernier. Quand Jean a vu le nom de famille, il s'est souvenu que j'avais vécu à côté des Dubois pendant tant d'années. Il m'a raconté que Robert avait demandé un prêt de 10 000 € et que lorsqu'on le lui a refusé parce qu'il a déjà trop de dettes, il a mentionné que sa belle-mère était une femme très généreuse qui les aidait toujours financièrement. Pas 15 000 comme il m'avait dit. Ce n'est pas tout, a continué Mathilde en sortant des papiers du dossier. Jean s'est inquiété parce qu'il se souvenait à quel point tu avais été bonne avec moi, alors il a fait quelques recherches de plus. Rosalie, Robert doit de l'argent à 6 banques différentes. Carte de crédit, prêt personnel, la voiture. Au total, ils doivent plus de 30 000 €. Le chiffre m'a frappé comme un marteau. 30 000 €. Une somme que je n'avais pas, que je ne pouvais pas obtenir même en vendant ma maison. Mais ce n'est pas le pire, a poursuivi Mathilde, et je ne savais pas si je pouvais supporter plus de mauvaises nouvelles. J'en ai aussi découvert que Lorraine a demandé un prêt à son nom il y a 2 mois. Elle a utilisé tes informations personnelles comme garantie sans ton autorisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ai-je demandé, bien que j'aie une terrible idée de ce que cela signifiait. Ça veut dire que s'ils ne peinent pas, les banques peuvent se retourner contre tes biens. Ta maison, tes économies, ta pension, tout. Mathilde a posé sa main ridée sur la mienne. Rosalie, ils te volent d'une manière qui est bien pire que de simplement te demander de l'argent. Ils te mettent en danger de perdre tout ce que tu as. Mon monde s'est effondré. Non seulement ils m'avaient menti sur la grossesse, non seulement ils m'avaient manipulé émotionnellement, mais ils avaient utilisé mon identité pour s'endetter. Ils avaient mis en péril la maison où j'avais vécu pendant 30 ans, les économies que j'avais accumulées en travaillant depuis l'âge de 15 ans, la pension qui était ma seule source de revenus. Il y a plus, a dit Mathilde doucement. John m'a dit que lorsque Robert a parlé avec le directeur de la banque, il a mentionné que sa belle-mère avait des problèmes de mémoire et qu'elle signait parfois des papiers sans bien comprendre ce qu'elle signait. Il préparait le terrain pour te faire signer d'autres documents à l'avenir. Des problèmes de mémoire, ma voix est sortie comme un cri étouffé. Mais j'ai 69 ans et je suis parfaitement saine d'esprit. Je sais, Rosalie, mais c'est ainsi qu'ils prévoient de justifier que tu signes des documents qui les avantagent. Ils vont te dire que tu es sénile, que tu ne comprends pas ce que tu fais, que tu as besoin qu'ils gèrent tes finances. Mathilde a sorti d'autres papiers du dossier. John m'a donné des copies de tout, les prêts, les dettes, les documents où ton nom apparaît sans ton autorisation. Tout est cela. Elle m'a montré des pages, et des pages d'informations qui confirmaient mes pires craintes. Ma propre fille avait utilisé mon identité pour voler. Ma propre fille avait prévu de me faire déclarer mentalement inapte pour pouvoir contrôler mon argent. Pourquoi Jean a-t-il fait tout ça ? Pourquoi a-t-il risqué d'avoir des ennuis à son travail ? Parce que quand je lui ai raconté comment tu m'avais aidé quand j'en avais le plus besoin, il a dit qu'il connaissait très peu de personnes comme toi dans le monde. Des personnes qui aident sans rien attendre en retour, qui donnent sans calculer, qui aiment sans condition. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés en voyant qu'on te volait ces mêmes qualités qui te rendent spécial.
Les larmes sont revenues. Mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de douleur, elles étaient aussi de gratitude. Au moment le plus sombre de ma vie, quand je découvrais que ma propre fille m'avait trahi de la manière la plus cruelle possible, un ange apparaissait, sous la forme d'une ancienne voisine, pour me montrer qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. « Que puis-je faire, Mathilde ? Comment puis-je me protéger ? D'abord, tu dois aller à la banque dès demain et signaler la fraude. John m'a donné le nom d'une avocate spécialisée dans ce type d'affaires. Elle s'appelle Laure Degnaud, et Jean lui a déjà parlé. Elle est prête à t'aider sans facturer d'honoraires jusqu'à ce que tu récupères ton argent. Deuxièmement, a continué Mathilde, tu ne peux plus leur donner un seul euro. Rien. S'ils te demandent de l'argent pour quoi que ce soit, même s'ils inventent une nouvelle urgence, tu dois dire non. Chaque euro que tu leur donnes ira directement payer des dettes qui continueront de croître. Et troisièmement, tu dois penser à toi, à ton avenir, à ta sécurité, à ton bien-être. Rosalie, tu es une femme intelligente, forte et capable. Ne laisse personne, pas même ta propre fille, te convaincre du contraire. Je suis restée en silence un long moment, digérant toutes les informations. Le mensonge de la grossesse semblait maintenant presque insignifiant comparé au vol d'identité et au plan pour me déclarer inapte. Mais je sentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, du soutien. Quelqu'un était de mon côté. Quelqu'un croyait en moi et était prêt à m'aider. « Mathilde, lui ai-je dit finalement, comment puis-je te remercier pour tout ça ? » Tu n'as pas à me remercier. C'est toi qui m'as appris que quand quelqu'un de bien a des problèmes, les gens bien s'entraident. C'est tout. Elle s'est levée et m'a serré fort dans ses bras. Mais maintenant, tu dois être courageuse, Rosalie. Tu dois te battre pour toi-même comme tu t'es battue pour tes enfants toutes ces années. Me promets-tu que tu vas le faire ? Je te le promets, lui ai-je dit, et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti que j'avais une réelle chance de sortir de ce cauchemar. Non seulement de me protéger, mais de faire en sorte que Lorraine et Robert paient pour ce qu'ils m'avaient fait. La partie était loin d'être terminée, mais maintenant, j'avais les cartes gagnantes. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seule minute. Je suis restée assise à la table de la cuisine avec tous les papiers que Mathilde m'avait donnés, lisant chaque document, chaque chiffre, chaque détail de la trahison de ma fille. À 5 heures du matin, quand le soleil s'est levé, j'avais déjà un plan. Ce n'était pas un plan de vengeance aveugle, mais quelque chose de beaucoup plus puissant. Un plan de justice calculée et silencieuse. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Laure Degnaud, l'avocate que Jean avait recommandée. « Madame Dubois, j'attendais votre appel », m'a-t-elle dit d'une voix chaleureuse mais professionnelle. Jean m'a expliqué votre situation. Pouvez-vous venir à mon bureau ce matin à 10 heures ? Nous devons agir rapidement pour protéger vos biens. Je lui ai confirmé que je serais là. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti que je n'étais pas seule dans cette bataille. Avant de partir, j'ai organisé tous les documents que j'avais à la maison. Relevé de compte bancaire, titre de propriété de la maison, police d'assurance, tout ce qui pourrait être nécessaire pour prouver ma situation financière réelle. J'ai aussi cherché quelque chose que j'avais gardé depuis des années. Un petit enregistreur numérique que ma sœur m'avait offert pour enregistrer les histoires de famille, pour mes petits-enfants. Ironie du sort. J'allais maintenant l'utiliser pour me protéger de celle que je croyais être la mère de ces petits-enfants. Le bureau de Laure Degnaud était au centre-ville, dans un immeuble moderne qui m'a un peu intimidée, mais quand je l'ai rencontrée, toutes mes inquiétudes se sont évanouies. C'était une femme d'une 40aine d'années, avec des yeux intelligents et un sourire qui inspirait confiance. « Madame Dubois, ce qu'ils vous font est un délit grave, mais nous avons des moyens de vous protéger et de nous assurer qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. » Pendant 2 heures, nous avons examiné tous les documents. Laure m'a expliqué chaque aspect juridique de ma situation. La première chose que nous allons faire est de déposer une plainte pour usurpation d'identité. Ensuite, nous allons demander des mesures conservatoires pour protéger vos biens et enfin,
Nous allons préparer une action civile pour récupérer tout l'argent qu'ils vous ont volé, plus les dommages et intérêts. Combien de temps tout cela prendra peut être lente, mais les mesures de protection, nous pouvons les obtenir dès cette semaine. L'important est que vous ne leur donniez plus un seul euro, quelle que soit l'histoire qu'ils vous inventent. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Madame Dubois, êtes-vous prête à ce que votre fille sache que vous avez tout découvert? Car une fois que nous commencerons les procédures judiciaires, il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis plus que prête, lui ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise moi-même. Mais je veux le faire d'une manière spécifique. Je veux qu'ils sachent exactement pourquoi ils sont punis. Et je veux qu'ils comprennent que les conséquences sont le résultat de leurs propres actions. Laure a souri avec approbation. J'aime votre style, Madame Dubois. La justice ne doit pas seulement être faite, elle doit être comprise par ceux qui la reçoivent. Je suis sortie du bureau avec un dossier rempli de documents juridiques et un plan d'action clair. Mais avant de mettre en œuvre la partie juridique, j'avais besoin d'obtenir plus de preuves. J'avais besoin que Lorraine et Robert s'incriminent eux-mêmes d'une manière qu'ils ne pourraient pas nier plus tard. Cet après-midi-là, j'ai appelé Lorraine. « Ma chérie, j'ai beaucoup réfléchi à l'histoire du bébé et à la façon dont je peux vous aider. Pourrions-nous se voir demain pour parler des détails financiers? Je veux comprendre exactement ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. » Sa joie a été immédiate et évidente. « Bien sûr, maman. Tu viens ici ou on se voit ailleurs? Je préfère que vous veniez chez moi. J'ai tous mes papiers ici et comme ça, vous pourrez voir exactement quelle est ma situation économique. » C'était parfaitement logique et, en plus, cela me donnait l'avantage du terrain connu. « Parfait, maman. Nous venons demain vers 15h. Robert sera très content de savoir que tu vas nous aider. » Cette nuit-là, j'ai préparé ma maison comme si c'était une scène de théâtre. J'ai placé l'enregistreur numérique dans un endroit où il pourrait capter toute la conversation, mais où il ne serait pas visible. J'ai sorti tous mes relevés de compte bancaire et les ai posés sur la table de la salle à manger, comme si j'étais vraiment en train de vérifier mes finances pour les aider. J'ai aussi préparé quelques questions spécifiques que Laure m'avait suggérées, des questions qui les amèneraient à admettre des choses qui pourraient ensuite être utilisées contre eux. Le jeudi après-midi, ils sont arrivés à l'heure. Lorraine a apporté des fleurs et Robert une boîte de chocolat. « Maman, c'est pour te remercier pour tout ce que tu vas faire pour nous, » m'a dit Lorraine en me serrant dans ses bras. L'étreinte semblait plus fausse que jamais, mais j'ai répondu avec la même chaleur de toujours. « Asseyez-vous, mes enfants. Je veux que vous m'expliquiez exactement ce dont vous avez besoin et pourquoi. » Je me suis assise en face d'eux avec un carnet à la main, comme si j'allais prendre des notes détaillées. Comme je vous l'ai dit, je dois être très prudente avec mes finances pour ne pas me mettre dans le pétrin. Robert s'est éclairci la gorge. « Eh bien, Madame Rosalie, comme nous vous l'avons dit, nous avons besoin d'argent pour les frais médicaux de la grossesse. Mais aussi... » Il a fait une pause, regardant Lorraine. « Nous avons aussi quelques dettes que nous voulons régler avant la naissance du bébé. Nous ne voulons pas que notre enfant arrive dans un foyer avec des problèmes économiques. » « Je comprends parfaitement, » ai-je dit doucement. « Quel genre de dette? Combien devez-vous exactement ?» C'était une question directe qui les a mis mal à l'aise. Ils se sont regardés avant de répondre. « Ce sont principalement des cartes de crédit, » a dit Lorraine, « et un prêt pour la voiture. Au total, environ 30 000 euros. 30 000. Encore un chiffre différent. D'abord, ils avaient dit 3 000, puis Mathilde m'avait dit qu'ils devaient plus de 30 000. Et maintenant, ils disaient 30 000. Chaque mensonge s'ajoutait aux preuves contre eux. 30 000 euros, c'est beaucoup d'argent, ai-je commenté. Comment avez-vous accumulé autant de dettes? C'était une question que toute mère responsable poserait avant de prêter une somme aussi importante. Robert est devenu visiblement mal à l'aise. Eh bien, nous avons eu quelques dépenses imprévues. L'appartement, les meubles...
quelques urgences médicales. Chaque mot était un mensonge. Je le savais grâce aux documents que Laure avait, où il était détaillé exactement comment ils avaient dépensé l'argent. Voyages, restaurants, vêtements de marque, appareils électroniques. « Et vous ne pouvez pas obtenir un prêt à la banque ?» ai-je demandé innocemment. Les taux d'intérêt des banques seraient plus bas que d'emprunter de l'argent à la famille. Lorraine et Robert ont échangé un autre regard nerveux. « Nous avons déjà essayé, maman, » a dit Lorraine. Mais Robert a eu quelques problèmes avec son historique de crédit et ils ne nous ont rien approuvé. Un autre mensonge. Ils n'avaient pas eu quelques problèmes. Ils avaient des problèmes massifs avec plusieurs banques. Quel genre de problème ? Ai-je insisté. Il était important qu'ils admettent l'ampleur de leur dette. Rien de grave, a répondu Robert rapidement. Juste quelques paiements en retard il y a quelque temps. Tu sais comment sont les banques, très strictes avec ces choses. Nous avons continué à parler pendant 1 heure. Chaque question que je leur posais les amenait à inventer plus de mensonges, à se contredire, à admettre des choses qu'ils n'auraient pas dû admettre. Quand je les ai interrogés sur la grossesse, Lorraine a inventé des symptômes qui ne coïncidaient pas avec ce qu'elle avait dit quelques jours auparavant. Quand je les ai interrogés sur leurs revenus, Robert a exagéré ses gains d'une manière qui rendait encore plus suspecte leur incapacité à payer leurs dettes. Finalement, quand j'ai senti que j'avais suffisamment de preuves enregistrées, je leur ai dit « C'est bon, mes enfants, je vais vous aider, mais j'ai besoin de quelques jours pour organiser mes finances. Pouvez-vous attendre jusqu'à lundi ?» Leurs visages se sont illuminés, comme s'ils avaient gagné à la loterie. « Bien sûr, maman !» s'est exclamée Lorraine. « Tu ne sais pas à quel point tu nous rendras heureux. Ce bébé aura la grand-mère la plus merveilleuse du monde. » Elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Et cette fois, c'est moi qui ai eu pitié. Pas pour moi, mais pour elle. Elle ne savait pas qu'elle venait de signer sa propre sentence. Après leur départ, je suis restée assise dans mon salon en silence. L'enregistreur avait tout capté. Chaque mensonge, chaque contradiction, chaque aveu de culpabilité. J'avais la preuve dont j'avais besoin, à la fois légale et émotionnelle. Maintenant venait la partie la plus difficile. Décider exactement comment et quand utiliser toutes ces informations. J'ai appelé Laure pour confirmer que nous avions suffisamment de preuves pour continuer. Avec ce que vous me racontez, Madame Dubois, nous avons un dossier solide. Êtes-vous prête à passer à l'étape suivante ? Je suis prête, lui ai-je répondu. Mais je veux le faire d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Je veux qu'ils comprennent que les mères ne sont pas des idiotes et que l'amour n'est pas synonyme de stupidité. Lundi serait le jour où Lorraine et Robert découvriraient qu'ils avaient gravement sous-estimé la femme qu'ils pensaient pouvoir manipuler pour toujours. Le lundi s'est levé avec un ciel dégagé, comme si l'univers avait décidé que c'était le jour parfait pour que la vérité éclate. Je me suis levée tôt, j'ai mis mes plus beaux vêtements, je me suis coiffée soigneusement et je me suis maquillée comme pour une occasion spéciale. D'une certaine manière, c'en était une. C'était le jour où je retrouverais ma dignité après des années à être traitée comme une idiote sentimentale. À 8 heures du matin, j'ai appelé Lorraine. « Ma chérie, j'ai une surprise pour toi. Et Robert. Pouvez-vous venir déjeuner aujourd'hui ? J'ai préparé quelque chose de très spécial. » Ma voix sonnait joyeuse, excitée. Exactement comme celle d'une grand-mère généreuse sur le point de rendre ses proches heureux. « Bien sûr, maman, c'est à propos de l'argent. » Son anxiété était évidente, même par téléphone. « Il vaut mieux que vous veniez le voir par vous-même, » ai-je répondu mystérieusement. Après avoir raccroché, j'ai fini de tout préparer. Sur la table de la salle à manger, j'avais placé plusieurs enveloppes élégantes, chacune avec un nom écrit de ma plus belle calligraphie. Elles ressemblaient à des invitations à une célébration, mais contenaient quelque chose de très différent. J'avais aussi préparé le déjeuner que Lorraine aimait le plus depuis son enfance, un poulet basquaise avec du riz.
celui que je lui faisais pour ses anniversaires. À 12h30, ils sont arrivés, ponctuels comme toujours, quand ils espéraient recevoir de l'argent. Lorraine portait une nouvelle robe qu'elle avait probablement achetée avec l'une des cartes de crédit qu'elle ne pouvait pas payer. Robert portait une chemise que j'ai reconnue comme très chère, du genre qu'il ne pourrait jamais se payer avec son vrai salaire. « Maman, ça sent délicieux ici !» s'est exclamée Lorraine en me serrant dans ses bras. Sa joie semblait authentique, et pendant un instant, je me suis souvenue de la petite fille qu'elle avait été avant que l'avarice et le mensonge ne la changent complètement. « Bien sûr, mon amour, je voulais faire quelque chose de spécial pour fêter ça. »« Fêter quoi ?» a demandé Robert, regardant les enveloppes sur la table avec une curiosité évidente. « Patience, leur ai-je dit avec un sourire. D'abord, on déjeune, ensuite, je vous donne la surprise. » Pendant le déjeuner, ils ont parlé avec animation de leur plan pour le bébé inexistant. Lorraine m'a raconté qu'elle avait commencé à chercher des prénoms sur Internet, qu'elle avait parlé à des amis de leurs expériences de grossesse, que Robert avait commencé à lire des livres sur la paternité. Chaque mensonge était élaboré avec des détails convaincants, comme s'ils avaient répété leurs histoires, pour les rendre plus crédibles. « Le médecin dit que tout était parfait, » a dit Lorraine en se touchant le ventre plat. « Le bébé grandit très bien. La semaine prochaine, nous avons un autre rendez-vous pour faire plus d'examens. »« Quel médecin ?» ai-je demandé nonchalamment. « Le docteur Hill Gonzalez, » a-t-elle répondu après une pause presque imperceptible. « Il est à la clinique Saint-Raphaël. » Parfait. Un autre mensonge documenté. La clinique Saint-Raphaël avait fermé il y a 2 ans. Quelque chose qu'elle aurait su si elle avait vraiment cherché des soins prénataux dans la région. Quand nous avons fini de déjeuner, je me suis levée et j'ai pris une des enveloppes. Bon, le moment de la surprise est arrivé. Ma voix tremblait, légèrement, non pas de nervosité, mais d'anticipation. Comme vous le savez, j'ai beaucoup réfléchi à la façon de vous aider avec le bébé et vos problèmes financiers. Leurs yeux se sont illuminés comme si c'était Noël. « Maman, tu es la meilleure, » a murmuré Lorraine. « J'ai décidé de vous donner quelque chose de très spécial. » Ai-je continué en tendant la première enveloppe à Lorraine. « Ouvre celle-ci d'abord. » Lorraine a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes d'excitation. Elle l'a ouverte soigneusement, s'attendant à trouver peut-être un chèque ou de l'argent liquide. À la place, elle a trouvé une feuille de papier avec un en-tête officiel. Dépôt de plainte pour usurpation d'identité et fraude financière. Son sourire s'est instantanément effacé. Ses yeux ont parcouru les premières lignes du document, où figuraient son nom et celui de Robert comme accusé. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est » a-t-elle balbutié, la voix brisée. Robert s'est approché pour lire par-dessus son épaule, et j'ai vu le sang quitter son visage. « Maman, je ne comprends pas ce que ça veut dire. »« Ça veut dire, ma fille, que je sais tout, » ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Je sais que tu n'es pas enceinte. Je sais que vous avez utilisé mes informations personnelles pour demander des prêts sans mon autorisation. Je sais que vous devez plus de 30 000 €, pas les quelques milliers que vous m'avez dit. » À chaque mot, leur visage devenait plus pâle. « Mais comment ?» Robert ne pouvait pas finir ses phrases. « Comment je l'ai découvert ?» ai-je complété pour lui. « J'ai des amis qui m'ont aidé à découvrir la vérité. Des amis qui valorisent notre honnêteté et qui ne pouvaient pas rester silencieux en voyant que mes propres enfants me volaient. » Je lui ai tendu la deuxième enveloppe à Robert. « Celle-ci est pour toi. » Ses mains ont tremblé en l'ouvrant. Elle contenait des copies de tous les documents bancaires prouvant leur dette, ainsi que les transcriptions des conversations que j'avais enregistrées où ils admettaient leurs mensonges. « Madame Rosalie, ce doit être un malentendu, » a balbutié Robert. « Nous ne ferions jamais... » « Jamais quoi, Robert ? Jamais utiliser mon nom pour obtenir de l'argent que vous ne pouvez pas rembourser ? Jamais mentir sur une grossesse pour manipuler mes émotions ? » Ma voix s'est affermie à chaque mot. Lorraine a commencé à pleurer, mais cette fois, c'étaient de vraies larmes de peur et de culpabilité. « Maman, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer, Lorraine ? Que quand tu avais 5 ans, je t'ai appris que mentir était mal,
Mais apparemment, tu n'as pas appris la leçon que quand tu avais 15 ans, je t'ai dit que la famille s'entraide, mais ne se trahit pas. Je lui ai tendu la 3e enveloppe. Celle-ci est la plus importante. Elle l'a ouverte avec des mains qui ne pouvaient plus s'arrêter de trembler. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de ma main. À partir d'aujourd'hui, tu es déshéritée. Tu ne recevras plus un seul euro de ma part. Tu n'auras pas accès à mes propriétés et tu n'auras plus de place dans ma vie jusqu'à ce que tu rembourses chaque euro que tu as volé et que tu t'excuses sincèrement pour chaque mensonge que tu as dit. « Tu ne peux pas faire ça !» a crié Lorraine, se levant si brusquement qu'elle a renversé sa chaise. « Je suis ta fille, tu as l'obligation de m'aider. J'avais l'obligation de bien t'élever, et je l'ai fait. J'avais l'obligation de t'aimer inconditionnellement, et je l'ai fait. J'avais l'obligation de te donner des opportunités, et je l'ai fait. Mais je n'ai pas l'obligation de me laisser voler par toi. » Robert s'est également levé. « Madame, c'est un malentendu. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons tout rembourser. » « Avec quel argent, Robert ? Avec l'argent que vous n'avez pas parce que vous l'avez dépensé en luxe pendant que vous planifiez de me voler ? De plus, ai-je continué en me levant aussi pour être à leur hauteur, il y a une 4e enveloppe. J'ai pris la dernière enveloppe de la table. Celle-ci contient les citations à comparaître. Vous devez vous présenter au tribunal vendredi prochain. La plainte a déjà été déposée, les charges ont déjà été présentées. La pièce s'est remplie d'un silence lourd, rompu seulement par les sanglots de Lorraine. Robert faisait les 100 pas comme un animal en cage. « Ça va ruiner nos vies », a-t-il murmuré finalement. « Non », ai-je répondu. « Vous avez ruiné vos propres vies le jour où vous avez décidé de me trahir. Je m'assure seulement que vous en payez les conséquences. » Lorraine s'est approchée de moi, les yeux rouges et gonflés. « Maman, s'il te plaît, je suis ta fille. Pardonne-moi. Nous pouvons arranger ça. Ne porte pas ça devant les tribunaux, s'il te plaît. » Pendant un instant, mon cœur de mère a voulu céder, a voulu pardonner, étreindre, arranger les choses. Mais alors, je me suis souvenu de tous les mensonges, de toutes les fois où elle m'avait manipulée, de toutes les années où j'avais vécu trompée. « Lorraine, lui ai-je dit doucement, si tu étais vraiment enceinte, si tu avais vraiment besoin de moi, j'aurais donné ma vie pour toi et pour ce bébé. Mais tu as utilisé mon amour le plus pur, mon désir d'être grand-mère, comme un outil pour me voler. Ça n'a pas de pardon. Vous avez 10 minutes pour sortir de ma maison, ai-je ajouté. Et si vous vous approchez de nouveau de moi sans avoir remboursé tout ce que vous devez et sans avoir demandé pardon sincèrement, j'appellerai la police. » Ma voix était ferme, sans aucune trace de doute. Ils sont sortis de ma maison comme 2 fantômes, emportant avec eux les enveloppes contenant la preuve de leur trahison et les conséquences juridiques de leurs actes. Je les ai vus s'éloigner par la fenêtre et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie libre. Pas encore heureuse, mais libre. Libre des mensonges, libre de la manipulation, libre de la culpabilité de ne pas en faire assez pour une fille qui n'avait jamais apprécié ce que je faisais pour elle. La guerre avait officiellement commencé, mais j'avais déjà gagné la première bataille, la plus importante. La bataille pour retrouver ma dignité. Les jours suivants furent comme vivre dans l'œil d'un cyclone. Tout le monde semblait en mouvement, sauf moi, qui restais au centre avec un calme qui me surprenait. Laure m'appelait tous les matins pour m'informer des avancées juridiques. Les banques coopèrent entièrement, m'a-t-elle dit le mercredi. Quand elles ont appris qu'il y avait une victime de fraude d'identité de 69 ans, elles ont immédiatement mis en place les mesures de protection. Vos biens sont en sécurité. Le jeudi matin, j'ai reçu le premier appel de Lorraine. « Maman, s'il te plaît, réponds-moi. J'ai besoin de te parler. » Sa voix sur le répondeur semblait désespérée, brisée. « Ça détruit nos vies. Robert a perdu son travail parce que son patron a appris les problèmes juridiques. S'il te plaît, nous pouvons arranger ça sans aller au tribunal. » Je ne l'ai pas rappelé.
À la place, j'ai appelé Laure. Est-il normal qu'il perde son travail pour ça ? Tout à fait normal, m'a-t-elle répondu. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas d'employés avec des problèmes juridiques, surtout pour fraude. Et ce n'est que le début, Madame Dubois. Lorsque l'affaire deviendra publique, les conséquences seront bien plus importantes. Le vendredi est arrivé avec de la pluie, comme si le ciel pleurait sur ce qui était arrivé à ma famille. C'était le jour de la première audience. Laure avait insisté sur le fait qu'il n'était pas nécessaire que je vienne, leur visage mais lorsqu'ils affronteraient les conséquences de leurs actes devant un juge. Je suis arrivée au tribunal à 9 heures du matin, 1 heure avant l'audience. Laure m'attendait à l'entrée. « Êtes-vous sûre de vouloir faire ça, Madame Dubois ? Ça va être émotionnellement difficile. » « Je suis sûre, lui ai-je répondu. J'ai attendu toute ma vie de voir la vraie justice. Je ne peux pas manquer ce moment. » Quand nous sommes entrés dans la salle d'audience, Lorraine et Robert étaient déjà là avec leur avocat, un jeune homme qui semblait aussi nerveux qu'eux. Lorraine m'a vu entrer et ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Robert ne pouvait même pas me regarder. Il était resté à fixer ses mains pendant toute l'audience. Le juge était un homme plus âgé, d'une 60aine d'années, avec des yeux gris qui inspiraient le respect. Lorsque Laure a présenté toutes les preuves, son expression est devenue de plus en plus sérieuse. « Madame Dubois, m'a-t-il dit directement, je suis vraiment désolé que vous ayez eu à traverser cette situation. La fraude d'identité est un délit grave, mais lorsqu'elle est commise par des membres de la famille contre des personnes âgées, les conséquences sont encore plus sévères. » Quand ce fut le tour de l'avocat de Lorraine et Robert, il a à peine pu argumenter de manière cohérente. « Votre honneur, mes clients reconnaissent qu'ils ont commis des erreurs, mais ils demandent la clémence, considérant qu'ils sont de la famille. » Le juge l'a interrompu. « Précisément parce qu'ils sont de la famille. La trahison est plus grave. Un étranger peut vous voler, mais lorsque c'est votre propre fille qui vous trahit, le dommage était incalculable. » La sentence fut plus dure que ce à quoi je m'attendais. Lorraine et Robert ont dû payer une amende substantielle, en plus de rembourser tout l'argent qu'ils avaient volé. Robert a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, ce qui signifiait que s'il commettait un autre délit au cours des 2 prochaines années, il irait directement en prison. Lorraine a reçu 1 an de prison avec sursis et 500 heures de travaux d'intérêt général. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est quand le juge a ajouté « De plus, il est interdit aux accusés de s'approcher de la victime dans un rayon de 500 mètres pendant les 3 prochaines années, sauf en cas d'urgence médicale avérée. Et tout contact doit être supervisé par les autorités. » Quand nous sommes sortis du tribunal, Lorraine a essayé de s'approcher de moi. « Maman, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Mais un policier s'est immédiatement interposé. « Madame, vous ne pouvez pas vous approcher de la victime. C'est une ordonnance du tribunal. » Voir ma propre fille être arrêtée par un policier pour qu'elle ne s'approche pas de moi a été l'un des moments les plus surréalistes de ma vie. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une lettre qu'ils avaient glissée sous ma porte. Elle était de Lorraine, écrite à la main sur une feuille arrachée d'un cahier. « Maman, je sais que je ne peux pas m'approcher de toi, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolée. Désolée de t'avoir menti, de t'avoir volé, de t'avoir utilisé. Je ne sais pas à quel moment je suis devenue cette personne. Je ne sais pas quand j'ai cessé d'être ta fille pour devenir quelqu'un qui te fait du mal. Robert et moi sommes détruits, non seulement financièrement, mais émotionnellement. Nous avons tout perdu, le travail, les amis, la famille, mais ce qui fait le plus mal, c'est de t'avoir perdu. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimé, même si mes actions disent le contraire. Un jour, j'espère pouvoir te regagner. » J'ai lu la lettre 3 fois avant de décider quoi en faire. Finalement, je l'ai gardée dans une boîte avec toutes les photos de Lorraine quand elle était petite. Je ne savais pas si je lui pardonnerais un jour, mais je savais que cette lettre était importante. C'était la première fois depuis des années qu'elle avait été complètement honnête avec moi. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel inattendu.
C'était Antonia, ma voisine. « Rosalie, tu as vu les nouvelles ? Je n'avais pas vu les nouvelles depuis des jours. » C'était sorti dans le journal local. L'histoire de ce qu'ils t'ont fait. Il est dit, mère de 69 ans, victime de fraude par sa propre fille. Mon estomac s'est noué. Je n'avais pas pensé que l'affaire deviendrait publique. Qu'est-ce qu'il dit d'autre ? Il dit que c'est un exemple de la façon dont les personnes âgées peuvent être victimes d'abus financiers familiales et que ton courage de dénoncer peut aider d'autres personnes dans des situations similaires. Cette même semaine, j'ai reçu 7 appels de femmes qui avaient lu la nouvelle. Toutes avaient des histoires similaires. Des enfantes qui les manipulaient, des membres de la famille qui les volaient, des parents qui abusaient de leur amour inconditionnel. « Madame Dubois, m'a dit l'une d'elles, vous m'avez donné le courage de dénoncer mon fils. Ça fait 5 ans que je lui donne de l'argent que je n'ai pas parce qu'il me dit que ses enfants vont avoir faim si je ne l'aide pas. Mais je me suis rendu compte qu'il dépense seulement l'argent en alcool. » Une autre femme m'a raconté. Ma belle-fille m'a convaincue de mettre ma maison à son nom pour éviter les problèmes de succession. Maintenant, elle me menace de me mettre à la porte de ma propre maison. Mais après avoir lu votre histoire, j'ai compris que je n'ai pas à permettre cela. Au fur et à mesure que les semaines passaient, les conséquences pour Lorraine et Robert se sont étendues. Comme des ondes dans un étang. Robert n'avait pas seulement perdu son travail actuel, mais aucune entreprise ne voulait l'embaucher après que son nom soit apparu dans les registres publics pour fraude. Lorraine a dû fermer ses réseaux sociaux parce que les gens de son cercle social l'avaient complètement rejeté. Leur appartement, que j'avais aidé à payer, a été saisi par la banque. Leurs meubles, que j'avais aidé à acheter, ont été vendus pour payer des dettes. La voiture, que j'avais aidé à financer, a été reprise. En l'espace de 2 mois, ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient construit avec mon argent. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est d'apprendre que certaines de leurs amies avaient commencé à parler. Apparemment, Lorraine se vantait depuis des années de la facilité avec laquelle elle obtenait de l'argent de sa mère idiote et sentimentale. Elle avait raconté lors de réunions sociales comment qu'elle me manipulait avec de fausses larmes et des urgences inventées. Elle avait transformé mon amour en la blague de son groupe social. 1 mois après la sentence, j'ai reçu une visite inattendue. C'était la sœur de Robert, une femme nommée Philomène, que je n'avais rencontrée qu'1 ou 2 fois. « Madame Dubois, je viens vous présenter des excuses au nom de ma famille. Nous ne savions pas ce que Robert faisait. Quand nous l'avons appris, mes parents l'ont immédiatement déshérité. Je viens aussi vous dire autre chose, » a-t-elle continué. Robert m'a avoué que tout cela a commencé il y a 3 ans, quand Lorraine lui a dit que vous aviez un début d'Alzheimer et qu'il était facile de vous convaincre de signer des papiers. Il n'a jamais vérifié si c'était vrai. Il a juste cru ce qu'elle lui a dit et a décidé d'en profiter. Alzheimer. Ma propre fille avait inventé que j'avais une maladie mentale pour justifier de me voler. Non seulement elle avait attaqué mon argent et ma confiance, mais elle avait attaqué ma dignité et ma compétence mentale. C'était la trahison la plus profonde que je pouvais imaginer. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de tout ce processus, j'ai pleuré. Mais je n'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de soulagement. Soulagement d'avoir découvert la vérité à temps. Soulagement d'avoir eu le courage de me défendre. Soulagement de savoir que je ne serai plus jamais la victime de personne. Surtout de ceux qui étaient censés m'aimer. La justice avait été rendue, mais je savais que la partie la plus importante de mon histoire ne faisait que commencer. Apprendre à vivre libre des mensonges et à construire une nouvelle vie basée sur ma propre force. 6 mois après la sentence, je me suis réveillée un matin en me sentant différente. Je ne saurais expliquer exactement ce qui avait changé, mais quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu une femme que je n'avais pas vue depuis des années. Une femme aux yeux brillants, le dos droit, avec un sourire qui n'était pas forcé, mais authentique pour la première fois depuis des décennies. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'avais pris une décision que je contemplais depuis des semaines. J'ai vendu ma maison. Oui, la maison où j'avais vécu 30 ans, où j'avais élevé mes enfants, où j'avais pleuré mon mari mort, mais aussi la maison où j'avais été trompée, manipulée et trahie. Il était temps de recommencer à zéro dans un endroit sans fantôme du passé. Avec l'argent de la vente, plus l'argent que j'avais récupéré grâce au processus judiciaire,
j'ai acheté un petit appartement, mais magnifique, au centre-ville. De ma nouvelle fenêtre, je pouvais voir le parc où les enfants jouaient, où les couples de personnes âgées s'asseyaient pour nourrir les pigeons, où la vie suivait son cours naturel sans drames ni mensonges. Ma nouvelle routine était complètement pendant 1 heure, non pas parce que le médecin me l'avait recommandé, mais parce que je voulais le faire. Ensuite, je prenais mon petit déjeuner dans un petit café où on me connaissait déjà par mon nom, où le jeune serveur me demandait toujours comment se passait ma journée et semblait sincèrement intéressé par la réponse. 3 fois par semaine, j'allais au centre communautaire, où je donnais des cours de tricot à des femmes plus jeunes. J'avais commencé comme bénévole, mais c'était vite devenu quelque chose de beaucoup plus important. Ces femmes venaient pour apprendre à tricoter, mais nous finissions par parler de la vie, des problèmes familiaux, de la manière de se protéger de ceux qui voulaient profiter de leur bonté. « Madame Rosalie, m'a dit l'une d'elles la semaine dernière, vous m'avez appris que dire non ne fait pas de moi une mauvaise personne. » C'était une femme de 40 ans dont le fils adulte la manipulait pour obtenir de l'argent. Depuis que j'ai appris à poser des limites, ma relation avec ma famille s'est améliorée. Il s'avère que lorsque vous cessez d'être la banque familiale, les gens doivent apprendre à vous respecter vraiment. Une autre femme, plus âgée que moi, m'avait dit « Je n'aurais jamais pensé qu'à 75 ans, je pourrais apprendre à vivre pour moi-même. Mais vous m'avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver sa dignité. » Tinti. Ces conversations me remplissaient le cœur d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un mardi après-midi, en me promenant dans le parc, j'ai vu une silhouette familière sur un banc. C'était Lorraine. Elle était plus mince, les cheveux plus courts, vêtue de vêtements simples que je n'ai pas reconnus. Quand elle m'a vue, elle ne s'est pas approchée. Le juge avait levé l'ordonnance de restriction le mois précédent, mais elle respectait l'espace que j'avais établi. Je suis restée debout à quelques mètres de distance, étudiant la femme qui avait été ma fille. Elle paraissait plus âgée, plus fatiguée, mais il y avait aussi quelque chose de différent dans ses yeux. Une humilité que je n'avais jamais vue auparavant. « Bonjour, maman », m'a-t-elle dit doucement sans se lever du banc. « Bonjour, Lorraine. » Ma voix s'est sortie plus calme que je ne l'avais espéré. « Comment vas-tu ?»« Je survis », a-t-elle répondu avec un sourire triste. Robert et moi nous sommes séparés. Il n'a pas pu supporter les conséquences de ce que nous avons fait. Je travaille dans une usine de vêtements, je nettoie des bureaux le soir, je fais du service communautaire les week-ends. Et comment te sens-tu avec ça ? Lui ai-je demandé, sincèrement curieuse. Fatiguée, mais aussi libre, d'une certaine manière. Pour la première fois depuis des années, je paie mes propres factures avec de l'argent que j'ai vraiment gagné. Je ne dois de faveur à personne. Je n'ai pas à mentir sur quoi que ce soit. Nous sommes restés en silence un moment. Finalement, elle a continué. « Maman, je ne viens pas te demander pardon à nouveau, parce que je sais que les mots ne signifient plus rien après tout ce que j'ai fait. Je suis venue te dire que je te vois différemment. Je te vois heureuse et ça me donne plus de paix que tout ce que tu pourrais me dire. » « Heureuse » ai-je répété, surprise par sa perception. « Oui » a-t-elle répondu. « Tu marches différemment, tu as l'air différente. C'est comme si tu avais trouvé quelque chose que tu avais perdu il y a longtemps. » Elle avait raison. J'avais trouvé quelque chose. Je m'étais trouvée moi-même. « Lorraine » lui ai-je dit, après y avoir réfléchi attentivement. Je ne peux pas te dire que je te pardonne, parce que ça fait encore mal. Je ne peux pas te dire que je veux que tu reviennes dans ma vie, parce que je ne te fais toujours pas confiance. Mais je peux te dire que je ne te déteste pas, et que je suis contente de te voir travailler honnêtement. Ses yeux se sont remplis de larmes. C'est plus que ce que je mérite, maman. Beaucoup plus. Elle s'est levée du banc lentement. Je vais continuer à travailler pour devenir la personne que j'aurais toujours dû être. Pas pour te récupérer, parce que je comprends que cela n'arrivera peut-être jamais, mais parce que pour la première fois de ma vie, je comprends la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Je l'ai vu s'éloigner dans le parc, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas attendu. De l'espoir. Pas l'espoir que notre relation redevienne ce qu'elle était, car c'était impossible.
mais l'espoir qu'elle était vraiment en train d'apprendre, de grandir, de devenir une meilleure personne. Cette nuit-là, dans mon nouvel appartement, je me suis assise pour écrire. J'avais commencé à écrire mes mémoires, non pas pour les publier, mais pour comprendre ma propre histoire, pour voir comment la femme que j'avais été était devenue la femme que j'étais maintenant. J'ai écrit sur mon enfance, sur mes rêves de jeunesse, sur mon mariage, sur la maternité. Mais j'ai aussi écrit sur les erreurs que j'avais commises, sur la façon dont j'avais confondu amour et permissivité, comment j'avais cru qu'être une bonne mère signifiait toujours dire oui, comment j'avais appris à mes enfants qu'ils pouvaient obtenir ce qu'ils voulaient de moi sans effort. La dernière page que j'ai écrite cette nuit-là disait « Aujourd'hui, j'ai appris que le véritable amour nécessite parfois de dire non, que protéger quelqu'un peut signifier le laisser affronter les conséquences de ses actes, que être forte ne signifie pas tout supporter en silence, mais avoir le courage de se défendre quand c'est nécessaire. » Le lendemain, j'ai reçu un appel de Laure. « Madame Dubois, j'ai des nouvelles. Lorraine a fini de payer la dernière traite du remboursement. Officiellement, elle vous a rendu tout l'argent qu'elle vous a volé, plus les intérêts et les pénalités. » C'était vrai. Pendant 6 mois, Lorraine avait payé religieusement chaque euro qu'elle me devait, en travaillant 2 emplois pour le faire. « Et maintenant, que se passe-t-il » ai-je demandé. « Maintenant, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire de votre vie, » a répondu Laure. « L'affaire est légalement close. Vous êtes entièrement protégée et vous avez toute la vie devant vous pour faire ce qui vous rend heureuse. » Cet après-midi-là, je suis sortie me promener dans le parc à nouveau. Cette fois, je ne m'attendais pas à voir quelqu'un de connu. Je voulais juste profiter du soleil sur mon visage et du son des enfants qui jouent. Mais en passant devant le banc où j'avais vu Lorraine la veille, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Il y avait des fleurs fraîches déposées là, avec une petite note qui disait « Pour la femme la plus forte que je connaisse. Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Je ne savais pas si les fleurs venaient de Lorraine, d'une des femmes du centre communautaire ou d'un étranger qui avait lu mon histoire dans le journal. Mais peu importait. Ce qui importait, c'est que quelqu'un avait reconnu ma force, quelqu'un avait vu ma valeur, quelqu'un comprenait que ce que j'avais fait n'était pas de la vengeance, mais de la justice. En rentrant à mon appartement, j'ai pensé à toutes les femmes qui m'avaient appelée après la parution de mon histoire dans le journal. J'ai pensé à toutes celles qui avaient trouvé le courage de se défendre grâce à mon exemple. J'ai pensé à toutes celles qui apprenaient, comme je l'avais appris, que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais de la survie. Cette nuit-là, avant de m'endormir, je me suis de nouveau regardée dans le miroir. La femme qui me renvoyait le regard avait 69 ans, des cheveux argentés, des rides qui racontaient un peu l'histoire d'une vie pleine de joie et de douleur, mais surtout, elle avait des yeux qui brillaient de quelque chose qu'elle avait perdu et retrouvé. La dignité. « Rosalie Dubois, me suis-je dit à voix haute, pour la première fois de ta vie, tu es complètement libre. » Et c'était vrai. J'étais libre des mensonges, libre de la manipulation, libre de la culpabilité de ne pas être suffisante. J'étais libre d'aimer sans être idiote, de donner sans être exploitée, de vivre sans être une victime. À toutes les femmes qui lisent cette histoire, je veux dire quelque chose. Il n'est jamais trop tard pour récupérer votre pouvoir. Il n'est jamais trop tard pour dire « ça suffit ». Il n'est jamais trop tard pour choisir votre propre bonheur avant le confort des autres. Si j'ai pu le faire à 69 ans, vous le pouvez aussi,